Cela dit, après, j'ai encore connu des journées difficiles. Mais bon, à chacun ses superstitions. On va vers le château de Lathan, ici, qui a été construit en 1862, puisque les deux châteaux antérieurs des 15 et 17e siècles avaient été détruits. Et du château ancien, d'ailleurs, il ne reste pas grand-chose. Hein. Il reste une tour avec meurtrière, là. Et il est surtout célèbre, ce château de Lathan, par ses jardins. Il y a un jardin classique et l'autre paysager romantique, dirons-nous. Et le premier est d'esprit le nôtre, avec la géométrie des bosquets, les étoiles de Charmy, etc. Et puis en opposition au second d'ailleurs, qui est un parc romantique qui s'articule autour d'un souterrain, symbole d'un parcours galant. On appelle la nature à la Rousseau. Et ces jardins, une superficie de 50 hectares tout de même, avec un label jardin remarquable. Château de Lathan sur la commune de Breil. Et nous allons entrer dans le département de l'Indre-et-Loire, dont le chef-lieu, bien entendu, est Tours, ville d'arrivée, avec comme sous-préfecture Chinon et Loches. Beau château aussi. Nous les verrons, mon cher Thierry. Ne soyons pas impatients. Devant la beauté, il ne suffit pas de s'extasier. On verra Loches, hein, pas Chinon. Et Jean-François, grâce à l'ami Patrick Lafayette, eh bien, je vais vous donner du moral, un petit peu plus, même si les 5 hommes ont le moral. Aujourd'hui, c'est la 8e arrivée à Tours, dans l'histoire du Tour, bien sûr. Et sur les 7 étapes précédentes, eh bien, il n'y a eu, Jean-Paul, que 3 arrivées qui ont donné lieu à un sprint massif. Donc, ce n'est pas réglé. Mais c'est très insolite de constater que les vainqueurs de ces 3 sprints, André Darrigade d'abord, Marino, Basso et Tom Bonnen, sont devenus champions du monde en 59, 72 et 2005. Ça, c'est amusant. Voilà un petit mot que j'aime bien. Alors, si le vainqueur du jour, eh bien, on lui dira qu'il sera peut-être champion du monde en septembre prochain si ça arrive au sprint. Oui, pourquoi pas. Vous savez qu'ici, la première... Tiens, je voudrais vous parler quand même du lac de Pince-Maille, ici, qui est un lac barrage, le lac barrage de Rié, comme on l'appelle, qui est une retenue d'eau de près de 250 hectares et qui est la plus vaste d'Indre-et-Loire, dont le niveau d'eau est variable en raison de sa vocation, parce que sa vocation, c'est d'alimenter en eau une vaste zone de culture. Alors, c'est un lac artificiel qui a été créé par le barrage des Mousseaux, construit en 1977, et il permet aussi beaucoup d'activités nautiques. Alors, parlons des arrivées à Tours, Thierry. Il y en a eu 7, effectivement. Et puis, la première fois, c'était un contre-la-montre qui avait été gagné par Jean Brancard. C'était un souvenir douloureux, toujours pour Louison Bobet, qui a failli perdre le Tour à ce moment-là. Il souffrait d'une très, très grave induration. Il sera opéré peu de temps après, d'ailleurs. Il a frôlé la septicémie. Brancard l'avait donc emporté. Et puis, vous parliez de Darrigade. Darrigade a gagné en 57. Il a gagné beaucoup d'étapes à ce moment-là. Et en 61, alors c'était une étape plus difficile pour lui parce qu'il fallait à tout prix l'emporter pour ravir à Jean Guinche, le breton Jean Guinche, le maillot vert qui lui avait chippé quelques étapes auparavant. Voilà. Et on parlait de champion du monde. Petit rappel, je le disais en ouverture de ce direct, Philippe Gilbert, le champion du monde 2012, c'était sur le circuit de Valkenburg aux Pays-Bas. Eh bien, le seul coureur dans ce Tour de France 2013 à avoir gagné Paris-Tours. Il a même gagné 2 fois, hein, en 2008 et en 2009. Oui, sous 2 couleurs différentes, la FDJ, il me semble, et puis l'équipe Lotto, une deuxième fois. Alors c'est vrai que l'arrivée de Paris-Tours est différente de celle d'une étape du Tour de France. Donc, alors vous parliez de la possibilité de remporter l'étape aujourd'hui et de devenir champion du monde. Moi, je n'en vois qu'un, hein, Peter Sagan, parce qu'a priori, vu ce qui attend les coureurs du côté de Florence au mois de septembre prochain, ça va être difficile pour Mark Cavendish et André Greipel de devenir champion du monde. Constantin Chiuzzu. Longtemps qu'on ne l'avait pas vu devant. Oui. On regarde un peu sous la pédale, hein, dans les équipes de sprinteurs. Nicolas, je crois que j'ai l'impression que ça ralentit un tout petit peu là dans le peloton. C'est un peu moins nerveux.
C'est un peu moins nerveux parce que nous sommes sur une route toute droite depuis tout à l'heure qui n'est pas très large, environ 3 mètres. Et donc nous sommes dans une forêt, il y a donc moins de vent. Et tout de suite, en effet, le peloton s'est un petit peu calmé, on va dire, même si ça roule toujours à 45 km/h, donc un peu moins vite que tout à l'heure. Mais en effet, bien vu Thierry, le peloton est un petit peu moins nerveux, il n'y a plus de chute, il y a un peu moins de crevaisons et d'incidents à l'arrière. Et sur ces routes toutes droites depuis tout à l'heure, on a vu surtout beaucoup les coureurs en profiter pour venir se ravitailler. Vous parliez de Tony Martin tout à l'heure, qui essaie définitivement tout faire et donc qui est venu se ravitailler pour l'équipe Omega Pharma Quick Step. En effet, petit moment où l'on temporise, Thierry. Et Tony Martin, coéquipier modèle, il a rempli sa mission. Remporté le premier contre-la-montre individuel hier entre Avranches et le Mont-Saint-Michel. D'autant que ce sera beaucoup plus compliqué mercredi prochain. Le deuxième contre-la-montre individuel est très technique. Ça monte, ça descend entre Embrun et Chorges. Et ce sera sans doute en plus un moment clé sur la route de ce Tour de France, de ce 100e Tour de France. On approche du sprint intermédiaire. Ça va bien se passer pour ces 5-là en revanche. Il va y avoir quand même une défense du maillot vert, mais bon, pour l'instant, c'est assez cool. Puis ça pourrait bien embrayer après. Hein. Voilà, c'est surtout, évidemment, regardons bien, 2,54 à 56,8 km de l'arrivée. Je pense que le peloton va commencer à passer la vitesse supérieure du côté du sprint intermédiaire pour essayer de grappiller des points, évidemment. Et là, on pense à André Greipel, le spécialiste du sprint intermédiaire du jour. Mais surtout derrière, changement de direction. Les coureurs vont prendre légèrement sur la droite de la route et on devrait voir probablement, pourquoi pas, la formation de quelques petits groupes ou moins des tentatives de bordure, de cassure. On rappelle qu'après le coup des Cannondale l'autre jour, la semaine passée, eh bien, Peter Sagan a quand même pour l'instant pour objectif d'abord de ramener ce maillot vert à Paris et ensuite eh bien, de défendre tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de passer en premier à chaque fois, ni sur le sprint intermédiaire, ni à l'arrivée, puisqu'il a quand même énormément de points d'avance. Il a 269 points et André Greipel, son deuxième, en a 186. Mark Cavendish, le troisième de ce classement maillot vert, à 166 points. C'est dire si c'est vrai pour l'instant pour Peter Sagan. C'est vraiment dans un fauteuil pour le coureur slovaque. En ce qui concerne les 5 qui sont devant, Juan Antonio Flecha apparaît à la 10e place du classement par points. Il a déjà marqué 80 points. C'est vrai qu'il est souvent à l'avant. Coureur de l'équipe Vacances Soleil qui se prépare régulièrement sur un VTT comme beaucoup de coureurs. Il y en a qui en font d'abord une référence, hein, comme on pense à Cadel Evans bien sûr, mais lui aime s'entraîner l'hiver du côté de Puigcerdà dans les Pyrénées catalanes, avec notamment José Antonio Hermida, champion du monde et médaillé olympique de VTT, rappelons-le, pour l'Espagne. Difficile pour Smokoulis. Bah là il est figé un peu. Hein. Oui, je pense que ça brûle. André Greipel est en train de remonter. Il sait que le sprint intermédiaire approche. On aperçoit aussi la formation Belkin, bien soudée autour de ses deux leaders, Mollema et Tendam. Informé qu'après le sprint intermédiaire, comme vous l'avez souligné, changement de direction et prudence imposée. Attention, oui, attention, vigilance. C'est la raison pour laquelle on voit toutes les formations se regrouper en tête de peloton. On essaie de bien rester groupé, c'est important. Donc Anthony Delaplace, toujours aussi efficace en tête de course. Le peloton, quant à lui, passe à 5 km du sprint intermédiaire. Et oui, le drapeau britannique flotte sur le classement général pour l'instant de ce Tour de France. Avec Christopher Froome, le clone exact de Bradley Wiggins.
C'est vrai que sa saison est plus ou moins la même que celle de Bradley Wiggins l'année dernière. Il a frappé sur les mêmes courses, de la même manière, en imposant sa force, sa puissance. La seule différence peut-être est que Christopher Froome n'a montré pour l'instant aucun signe de faiblesse, à la différence de Bradley Wiggins l'année dernière, qui avait été en difficulté, non pas par ses adversaires, mais tout simplement par son coéquipier, Christopher Froome, qui porte aujourd'hui le maillot jaune de leader. Froome 2013, c'est Froome 2012. Oui. On replace Peter Sagan. Les maillots verts, autour d'un maillot vert. 2 km pour les 5 hommes de tête, avec ici Juan Antonio Flecha, dont on rappelle qu'il a déjà gagné sur un Tour de France. C'était en 2003, ça fait 10 ans exactement. Et c'était une arrivée à Toulouse. Lui qui a porté justement le maillot de la Sky, c'était les 2 dernières années. Il a couru pendant 4 ans à la Rabobank, 2 ans à la Fassa Bortolo, 2 ans chez Ibanesto, puisqu'il avait commencé en Espagne dans l'équipe Relax Fuenlabrada. Et cette année, il a fait 5e de Gand-Wevelgem, 8e de Paris-Roubaix. Coureur très complet qui aime les pavés, les classiques de printemps. Vous voyez qu'on n'a plus la même configuration au sein du peloton, c'est-à-dire qu'on n'a plus une ligne en tête de peloton, mais on a vraiment un bloc compact, donc on comprend toutes les formations et essaie de remonter. On aperçoit le maillot bleu-blanc-rouge d'Arthur Vichon aussi, bien aux avant-postes. Et là, il vaut mieux être présent dans les 50 premières places qu'en queue de peloton. On sent un peu plus de nervosité en tête de peloton. L'écart continue de diminuer irrémédiablement. 2 minutes 46 d'avance pour les 5 hommes de tête à 53 km de l'arrivée. Voilà, ça fait presque 2 km d'écart. Voilà, vous voyez, en linéaire. Ils viennent de passer la banderole indiquant les 3 km pour le sprint intermédiaire. Et les 5 arrivent à quelques 200 mètres près sous la banderole indiquant le dernier kilomètre. Est-ce que l'on va avoir une petite bagarre? C'est pas sûr, mais peut-être, entre Juan Antonio Flecha, il a 80 points, et Francesco Gavazzi qui fait les sprints quand même, qui a déjà marqué 46 points. Oh, c'est loin, c'est bien loin du maillot vert de Peter Sagan. Mais on connaît hein, l'expérience de Juan Antonio Flecha, espagnol de l'équipe Vacances Soleil, mais né en Argentine puisqu'il est né tout près de Buenos Aires. Il est même né dans un quartier de Buenos Aires. Mais son histoire est malheureusement assez triste puisque son papa s'est tué dans un accident de voiture et sa maman eh bien, a décidé 11 ans après de venir vivre et travailler près de Barcelone. C'est là qu'il a découvert et aimé le vélo avec son beau-père qui lui est espagnol. Jean-François, 400 mètres. 400 mètres, Flecha derrière ses 4 compagnons d'échappée. Il est en train de remonter le vol à partie sur la droite. Il le joue, le sprint intermédiaire, il le joue Thierry, et je pense qu'il ne va pas avoir de très grandes difficultés à se débarrasser des 4 autres. Je pense que c'est fait, 200 mètres, messieurs. C'est pas fait parce que Gavazzi c'est un pur sprinter et donc Gavazzi qui a déjà marqué des points va passer juste devant Juan Antonio Flecha, Manuele Maori, Anthony Delaplace et Romain Sicard déjà en difficulté comme l'autre fois lorsqu'il était à l'avant. Bon, il avait été victime d'une crevaison